Merci Monsieur le Président. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la Société de me donner cette opportunité d'être là et d'aborder un sujet intéressant, c'est les pneumopathies, la prise en charge d'une pneumopathie communautaire sévère. Donc, les pneumopathies communautaires sévères, c'est une cause fréquente de mortalité et de morbidité de par le monde. C'est la cause la plus fréquente de mortalité par pathologie infectieuse et particulièrement dans les pays développés, avec une incidence qui est très variable, qui va de 2,7 à 10 pour 1000 habitants. La mortalité aussi est très variable, elle va de 1 à 40% et la mortalité est surtout importante chez les patients présentant une pneumopathie aiguë sévère. D'où la nécessité d'identifier les patients souffrant d'une pneumopathie aiguë sévère. Ceci est essentiel à leur prise en charge. Ceci va conditionner leur prise en charge thérapeutique et aussi à leur juste orientation. 10 à 20% seulement des patients qui sont hospitalisés pour pneumopathie aiguë communautaire sont hospitalisés dans des unités de soins intensifs. Et ces taux sont très variables, d'une part devant l'absence de critères validés pour l'orientation du patient souffrant d'une pneumopathie aiguë sévère. Bien évidemment, il y a certains éléments qui ne se discutent pas, notamment la présence de la nécessité d'une ventilation mécanique ou encore la nécessité d'un soutien hémodynamique, mais il n'y a pas de critères validés, consensuels pour l'hospitalisation en milieu de réanimation. Et aussi, on est aussi limité par les disponibilités des lits en soins intensifs. Donc d'abord, on va commencer par le début et d'abord, comment va-t-on reconnaître une pneumopathie aiguë sévère? On va commencer par le début, par le score de Fine. Donc le score de Fine a été publié en 1997. Il comporte plusieurs éléments, notamment l'âge, le sexe, des facteurs des comorbidités, des facteurs liés à la pneumopathie elle-même, des critères cliniques et biologiques. Et cette cohorte a été séparée en deux groupes. Le groupe de patients qui ont été hospitalisés et les patients traités à titre externe. Et les auteurs n'ont pas trouvé de différence significative concernant la mortalité à 30 jours par pneumopathie, quel que soit le stade de sévérité pour les patients hospitalisés et pour les patients non hospitalisés. Et donc finalement, ce score de Fine ne permet pas le diagnostic des pneumopathies aiguës sévères, mais plutôt d'orienter les malades à être traités à titre externe. Donc par la suite, il y a eu le CRB 65 et le CURB 65 avec en plus le taux de l'urémie. Et la pneumopathie aiguë communautaire sévère est définie à partir d'un taux supérieur strictement à 3. Donc là, je vous propose une étude prospective. C'est une étude qui a colligé 1016 patients présentant une pneumopathie aiguë communautaire. Et de façon prospective, ces trois scores ont été comparés. L'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence significative concernant la mortalité à 30 jours sur les trois scores. Mais ce qui est intéressant, c'est que par le score de Fine, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative. Alors que pour le CRB et le CURB 65, il y a une différence significative concernant la mortalité à 30 jours. Donc finalement, ces scores ne permettent pas de diagnostiquer, d'identifier les patients qui présentent des pneumopathies aiguës communautaires sévères, mais c'est juste une orientation pour les patients qui vont être suivis à l'hôpital ou ceux qui vont être traités en ambulatoire. Devant ces insuffisances, d'autres scores ont été proposés et surtout là, vous voyez qu'il n'y a pas la valeur prédictive négative du score et de ces trois scores, elle est très importante, donc elle permet bel et bien d'écarter les pneumopathies sévères. Devant ces insuffisances, d'autres scores ont été validés, notamment le score de l'American Thoracic Society, qui repose sur deux critères majeurs et sur la présence de trois critères mineurs. Le deuxième score, c'est un score qui a été validé en Espagne
qui va reposer sur la présence d'un critère majeur ou la présence de 2 critères mineurs. Ou encore, le dernier score, c'est un score qui a été donc validé par des équipes australiennes. Et là, donc, ceci va reposer sur la tension artérielle, l'atteinte multilobulaire à la radiographie de thorax, la fréquence respiratoire. Et vous voyez très bien, et l'intérêt d'ailleurs de ce score, c'est qu'il tient compte de l'âge des patients, la tachycardie, la confusion et aussi, même pour la pression artérielle en oxygène, ça tient aussi en considération de l'âge des patients. Et la pneumopathie est considérée sévère à partir donc d'un total de points de 5. Là aussi, c'est une étude qui s'est proposée de comparer ces différents scores dans le but d'avoir la meilleure sensibilité et la spécificité avec la meilleure valeur prédictive négative. Donc vous voyez ici que ces 3 scores ont une bonne valeur prédictive négative des pneumopathies aiguës sévères. Et donc malheureusement leur valeur prédictive positive est très faible, et là aussi donc les auteurs ont conclu que ces scores possèdent une excellente valeur prédictive négative et une faible valeur prédictive positive, ce qui ne permet pas une sélection efficace des patients présentant une pneumopathie aiguë communautaire sévère. Et là encore une fois j'insiste sur la nécessité donc d'une bonne évaluation, d'avoir un tout, et notamment prendre en considération l'âge du patient. Donc là, c'est une étude aussi prospective récente et qui a montré que quels que soient les autres facteurs de risque, si on va prendre l'âge de façon indépendamment des autres facteurs de risque, l'âge en lui-même, c'est un facteur de risque, et à partir de 80 ans, indépendamment des autres facteurs de risque, il y a un risque de mortalité par pneumopathie aiguë communautaire qui se voit chez un patient sur 4 ou un patient sur 5. Là aussi, il y a les comorbidités qui représentent des facteurs de risque indépendamment des autres facteurs, notamment la présence d'un cancer broncho-pulmonaire avec un risque pratiquement de mortalité à 30 jours qui est aux alentours de 25%. Je vais terminer dans l'évaluation de la sévérité et la décision de la prise en charge à l'hôpital ou à domicile par les recommandations de l'AFSAPS que je trouve complètes, qui tiennent compte des critères de sévérité de la pneumopathie elle-même et aussi donc, du terrain, notamment selon ces recommandations. Donc on va rechercher d'abord s'il existe des signes d'atteinte des fonctions supérieures, atteinte des fonctions vitales, une hypothermie importante ou une hyperthermie supérieure à 40, une néoplasie associée ou encore une pneumopathie d'inhalation, avec des situations particulières, notamment la présence ou pas de complications de pneumonie, telles qu'un épanchement pleural ou une absédation. Donc si oui, l'hospitalisation est recommandée, la nécessité d'une surveillance étroite, car ça peut basculer et ça peut en mettre en jeu le pronostic vital du patient. Sinon, on va passer à rechercher des facteurs de risque de mortalité par pneumopathie aiguë communautaire. Donc, les facteurs sont un âge d'abord supérieur à 65 ans, une insuffisance cardiaque, des maladies cérébrovasculaires, une BPCO, une immunodépression. Donc, si l'âge est inférieur à 65 ans, sans ou avec un seul facteur de risque, ou s'il est supérieur à 65 ans sans facteur de risque, donc la prise en charge va se faire en ambulatoire. Ce n'est pas une pneumopathie aiguë sévère, donc ça ne va pas nécessiter une prise en charge particulière. Sinon, donc l'hospitalisation est recommandée à partir d'un âge supérieur à 65 ans avec un seul facteur de risque. C'est une pneumopathie qui nécessite une surveillance rigoureuse et une prise en charge particulière. Donc, est-ce que les germes en cause de ces pneumopathies peuvent contribuer à la sévérité de la pneumopathie bactérienne communautaire? Et donc là, je vous rapporte donc une étude américaine qui a permis d'avoir une idée sur les germes, notamment pour les patients qui ne sont pas hospitalisés en milieu de réanimation. Donc, le germe le plus en cause, c'est le streptocoque pneumoniae, suivi par les infections respiratoires virales, les origines virales.
alors que pour les patients qui sont traités en milieu de réanimation, le streptocoque représente 17%, suivi immédiatement par la Legionella dans 10% des cas, alors que vous voyez que pour les pneumopathies donc, communautaires, c'est plutôt les mycoplasmes qui sont situés au premier plan. Donc, en Europe, là, une étude, c'est une méta-analyse en fait qui a colligé plusieurs études européennes et qui a montré que pour les patients hospitalisés, que ce soit en milieu de réanimation ou non, le germe le plus en cause, c'est le streptocoque pneumoniae, suivi par le chlamydier et suivi par les infections virales, les étiologies virales. Qu'en est-il de la Tunisie? J'ai trouvé ici une étude qui a été faite par l'équipe de professeur Besbès et qui a colligé sur une période suffisamment prolongée 273 cas de pneumopathie aiguë communautaire. Le micro-organisme a été isolé dans 68,5% des cas et il s'agit chez 132 cas, il s'agit du streptocoque pneumoniae et c'est un streptocoque pneumoniae qui est sensible au bêta-lactamine et il est aussi sensible à l'évofloxacine avec 100% de sensibilité alors que pour l'érythromycine, la sensibilité est de 64%. Donc une autre étude aussi faite par l'équipe de bactériologie de Dr Slim. Et là, vous voyez, elle s'est intéressée sur toutes les infections respiratoires à streptocoque et on a été alarmé par cette augmentation de la résistance du pneumocoque au bêta-lactamine. Faut-il faire des prélèvements bactériologiques? Donc oui. Pour les patients hospitalisés en milieu de réanimation, on va être amené à réaliser l'hémoculture, l'examen cytobactériologique des crachats, la recherche d'antigènes de la légionelle et du pneumocoque dans les urines, bien sûr des prélèvements si le malade a été intubé. Donc, pour les patients qui présentent des cavités, il faut faire attention car ça peut être une tuberculose, ne pas oublier la tuberculose, mais sinon d'autres prélèvements doivent être réalisés. Donc des prélèvements aussi lorsqu'il existe donc une suspicion de grippe H1N1 doivent être réalisés et avec une précaution particulière, c'est qu'il faut introduire de façon très profonde donc, l'écouvillon et frotter contre la paroi postérieure de l'oropharynx et acheminer rapidement le prélèvement pour les centres spécialisés. Donc, mais sinon, si on n'a pas la possibilité de faire des prélèvements bactériologiques, il existe des éléments qui peuvent avoir une orientation donc, vers le germe, notamment les éléments qui sont en faveur d'un pneumocoque, c'est le début brutal, le tableau qui est sévère avec la douleur en pointe côté, la fièvre importante dès le premier jour. Les germes atypiques, c'est un contexte particulier et la légionellose, c'est généralement un contexte épidémique, des signes extrathoraciques, un tableau sévère et la résistance au bêta-lactamine. Quel traitement antibiotique va-t-on choisir devant ces pneumopathies? Donc là, c'est juste pour vous rappeler que étant donné que la flore bactérienne n'est pas la même en Amérique qu'en Europe, donc eux, ils commencent pour les pneumopathies aiguës communautaires non sévères par les macrolides, mais sinon, c'est pratiquement la même chose. Pour les patients hospitalisés, c'est les fluoroquinolones d'abord, par la suite les bêta-lactamines et associés aux macrolides. Pour les malades hospitalisés en milieu de réanimation, c'est les bêta-lactamines ou associés à des macrolides ou encore des fluoroquinolones. Qu'en est-il des recommandations de la FSAPS? Donc pour les pneumopathies aiguës graves, hospitalisées dans les unités de soins intensifs, on va commencer par des céphalosporines de 3e génération associées à un macrolide ou à une fluoroquinolone. S'il y a des éléments qui orientent vers une infection par le pseudomonas, notamment les BPCIO, les patients qui présentent des dilatations de branches, on va commencer par des bêta-lactamines antipneumococciques, par exemple les mépénèmes, associés à un aminoside, associés à un antibiotique actif sur les bactéries intracellulaires, notamment macrolide par voie intraveineuse, ou encore une fluoroquinolone.
Pour l'antibiothérapie chez des patients hospitalisés aussi en réanimation après un contexte grippal, là encore on va commencer par des céphalosporines de 3e génération qui peuvent être associées ou pas à des macrolides ou une fluoroquinolone, mais sinon pour les pneumopathies graves, nécrosantes, avec une forte suspicion de Staphylococcus aureus, donc résistant à la méticilline, on va commencer par une céphalosporine de 3e génération, notamment le céfotaxime. La rocéphine n'est pas active sur le staphylocoque, il faut l'éviter si on a une suspicion de staph. Associé, donc le claforan va être associé à la clindamycine ou encore associé à la linozélide. Pour la légionellose, la prise en charge va être particulière. On doit associer, soit on a la possibilité de donner la lévofloxacine ou en deuxième proposition l'ofloxacine ou la ciprofloxacine, mais le mieux c'est d'associer un macrolide ayant une macrolide disponible par voie intraveineuse. La spiramycine est préférable à l'érythromycine qui peut être associée à la fluoroquinolone ou associée à la rifampicine. Et donc là, c'est les doses et le protocole d'administration. Pour la durée de l'antibiothérapie, la durée est très variable, il y a plusieurs recommandations, mais en moyenne, la durée c'est de 10 à 10 jours. Pour la légionellose, on peut aller jusqu'à 21 jours, et pour le staphylocoque aussi, on doit aller jusqu'à 14 à 21 jours. Bien sûr, en plus de la prise en charge et en plus de l'antibiothérapie, l'oxygène va être indiqué en fonction des indications, mais c'est juste pour attirer votre attention qu'il existe donc de nouveaux procédés pour l'oxygénation. C'est le High Flow Oxygen Therapy. Je ne sais pas, est-ce qu'elle n'est pas encore disponible en Tunisie, hein? Donc c'est un procédé qui permet de donner des forts débits d'oxygène, 20 litres, 15 litres d'oxygène. C'est de l'oxygène qui est donc humidifié. Avec donc on peut manipuler la FiO2. Donc elle permet une oxygénation efficace, éviter la ventilation mécanique, elle est beaucoup plus confortable. Elle est mieux tolérée, elle permet l'alimentation du patient, pratiquer une fibroscopie bronchique et elle peut être proposée chez certains patients présentant ou nécessitant donc une oxygénothérapie intensive. Donc y a-t-il des traitements adjuvants qu'on peut associer à l'antibiothérapie, qu'on peut associer donc à ces patients? Et donc, est-ce qu'il y a une place à la corticothérapie chez les patients présentant une pneumopathie aiguë communautaire sévère? Donc là, je vais rapidement vous proposer deux études. Donc la première étude publiée dans le Lancet 2015 qui a colligé 785 patients présentant une pneumopathie aiguë communautaire dont 70% présentent, selon le score de Fine, une pneumopathie de 3-4. Donc, les auteurs ont donné 50 mg de prednisone par jour associé à l'antibiothérapie selon la durée totale de l'antibiothérapie. Et les résultats, c'était une stabilité clinique par rapport au bras contrôle, avec une différence significative. Une durée d'hospitalisation aussi qui est moins prolongée, 1 jour de différence avec une différence significative. Il y a aussi une diminution des complications, notamment une diminution du risque de survenue de syndrome de détresse respiratoire aiguë et donc d'un PM. Bien sûr, il y a les complications de l'hyperglycémie, mais il n'y a pas de différence concernant la mortalité. Une dernière étude, c'est l'étude qui a colligé 120 patients présentant une pneumopathie aiguë communautaire. Donc c'est une étude randomisée avec 0,5 mg de méthylprednisolone administré 2 fois par jour durant 5 jours. Là aussi, les résultats sont positifs avec moins d'échecs thérapeutiques en immédiat, une différence significative et les complications toujours de la corticothérapie. Donc ça, c'est une méta-analyse qui a conclu qu'il n'y a pas d'impact sur la mortalité
si on va donner une corticothérapie, mais il y a une diminution des complications et il y a une diminution de la durée d'hospitalisation, mais il faut faire attention. Pour les patients qui présentent une pneumopathie aiguë virale, il faut faire attention, on ne doit pas associer une corticothérapie car il y a un risque d'augmentation de la mortalité. Donc finalement, en conclusion, il n'y a pas de score validé pour le diagnostic de la pneumopathie aiguë sévère. Il faut avoir donc une expérience, il faut traiter, on va être aidé bien sûr par ces scores-là, mais on ne va pas se baser uniquement sur ces scores pour donc diagnostiquer la pneumopathie aiguë sévère. Le pneumocoque reste le germe le plus incriminé, le plus fréquent, suivi bien sûr pour les patients hospitalisés en milieu de réanimation par les légionelles. C'est une urgence thérapeutique avec une mortalité importante et tout retard donc de traitement et tout retard d'hospitalisation dans un milieu de réanimation si l'indication y est. Donc ça expose à la mortalité du patient. Donc il faut une juste orientation intra-hospitalière. La mortalité malgré tout reste élevée et les complications sont fréquentes, notamment l'empyème, les absédations, qui vont nécessiter une prise en charge spécifique. Je vous remercie.